Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de devenircertifié.com qui fait suite à la première consacrée au protocole TCP/UDP de la couche transport de TCP/IP. Celle-ci fait suite à la précédente parce que dans un souci d'éviter de faire des vidéos trop longues, on a pris l'habitude de désormais les couper après un certain temps. Et donc nous voici revenus dans la suite pour commencer à parler de la gestion des sections TCP/IP. Pour un petit rappel, dans la première vidéo, on avait vu comment s'établissent les connexions TCP, qui sont, comme on a dit, des connexions qui s'établissent en trois temps, c'est-à-dire l'expéditeur qui envoie d'abord un segment SYN au récepteur, le récepteur qui accuse réception et qui lui-même envoie un segment SYN que l'expéditeur doit accuser. Enfin, accuse réception. Ici, nous allons voir concrètement comment ça se passe. Alors, sans plus tarder, on y va. Vous avez vu ici, ça, c'est un segment TCP avec un numéro de séquence 1. Que représente ce numéro de séquence? Si vous vous souvenez, dans l'entête TCP, nous avons un champ qui est appelé numéro d'ordre et on l'avait défini comme étant le numéro de séquence du premier octet du segment courant. Et donc, ce 1 représente le premier octet du segment que nous envoyons. C'est le numéro de séquence de ce premier octet. D'accord? Nous l'envoyons au serveur. Et ça, c'est bien entendu après l'établissement de la connexion. C'est le préalable pour que tout trafic s'établisse. Il faut d'abord établir la connexion. Quand nous envoyons ce segment avec le numéro de séquence 1, ici, vous remarquez que le serveur nous envoie deux segments ici. Un qui a un numéro 3000 et un accusé de réception 1501. Je vous explique pourquoi. Ici, on suppose que la connexion est établie et qu'il y a déjà des échanges d'informations entre le client et le serveur. On suppose que le monitoring du serveur commence à une étape où il envoie le segment de numéro de séquence 3000. Donc pendant que celui-ci, le numéro de séquence qu'on a surpris à notre instant T de monitoring est 1, celui du serveur est 3000. Donc quand le serveur reçoit ce 1, il envoie l'accusé de réception disant au client: j'ai reçu le 1 que tu m'as envoyé et je veux le prochain. Le prochain numéro de séquence qui sera, si vous vous souvenez, le numéro de séquence du premier octet du segment suivant. Ici, cela suppose que nous avons une largeur de fenêtre de 1500 octets. Ce qui veut dire que ce segment en partant d'ici, le premier octet de ce segment, c'est 1. Le dernier sera 1500. Parce que c'est un segment de 1500 octets. Et une fois que le serveur le reçoit, il doit accuser réception pour notifier au client: je l'ai reçu. Et c'est ce qui fait la fiabilité du protocole TCP. Pas de perte, on avait dit qu'il n'y a pas de perte de paquet. Et quand
Ce client ne reçoit pas après un certain temps. Cet accusé de réception, il renvoie encore le même paquet. Signifiant qu'il sait que, donc ça s'est perdu pour, ça peut être de la conjection ou tout. Bref, n'ayant pas reçu l'accusé de réception, ça veut dire que le serveur ne l'a pas reçu. Donc le serveur, en envoyant lui-même sa séquence 3000, envoie l'accusé de réception en disant au client, j'ai reçu le numéro de séquence 1 que tu m'as envoyé. Maintenant, je réclame le numéro de séquence 1501. Pourquoi? Parce que on a dit que notre fenêtre ici a une largeur de 1500, c'est-à-dire qu'on envoie des segments de taille de 1500 octets. Et donc, si le premier ici de cet octet est 1, le dernier est 1500, ça veut dire que le segment qui suit son premier octet sera 1501. C'est ce qui explique le fait que nous envoyons 3000 au client, qui est le numéro de segment, ce numéro de segment que le serveur envoie à partir de l'instant où on l'a surpris en train d'envoyer. Nous, on fait notre monitoring si vous préférez. Et accusant réception de l'autre et aussi demandant le 1501. Ici, vous voyez, le client maintenant envoie le numéro de séquence 1501 et confirme au serveur, j'ai reçu ton numéro de séquence, ton segment ayant comme numéro de séquence 3000 et je veux le 4501. Pourquoi 4501? Nous avons dit que ici c'est 1500. Si c'est 1500, ça veut dire que 3000 ici, si le numéro de séquence de ce segment est 3000, le dernier sera 4500 et donc le segment qui suit aura comme premier octet 4501. Donc, je t'envoie le 1501 et j'accuse réception du 3000 et demande le 4501. C'est comme ça que TCP gère. Et quand un accusé n'est pas reçu pendant un certain temps, le segment est renvoyé. Pareil ici, celui-ci renvoie le 4501, accuse réception du 1501 et demande le 3001. 1501 qui finit à 3000, donc il demande le 3001. Donc voilà un peu comment ça se passe. Excusez un peu le bruit de musique. C'est dans la rue, ça vient de la rue et ça va m'embêter un peu si je dois arrêter. Le serveur ici renvoie donc le 4501 et accuse réception du 1500 qu'il a reçu du dernier et réclame le 3001. Voilà un peu comment ça se passe au niveau de la gestion des sections TCP. La fiabilité de TCP permet donc de s'assurer que le serveur a reçu tout ce que nous envoyons comme données, puisque à chaque donnée que nous envoyons, nous demandons un accusé de réception. Maintenant, imaginez que dans un réseau, que ce soit ainsi où quand j'envoie une donnée, j'attends de recevoir un accusé de réception. C'est comme si on était en train de parler, vous et moi. Quand je vous dis 1, vous dites j'ai reçu. Je dis 2, vous dites j'ai reçu. Je dis 3, vous dites j'ai reçu. Ça va devenir un peu énervant et même on ne pourra plus, la communication ne passera plus. Donc pour éviter que ça soit à chaque envoi qu'un accusé de réception, il y a la notion de fenêtre. Et la fenêtre, comme je vous le définissais, c'est... Je vais voir... Alors... Oui, ici, la fenêtre, en fait, c'est la taille ou le nombre, si vous préférez, le nombre de la taille de données à envoyer avant de recevoir un accusé de réception. Ça veut dire, si on dit, si vous vous souvenez, j'avais mis ici qu'on a une fenêtre, une largeur de fenêtre de 1500 ici. Et ce qui justifie le fait que de 1 on passe à 1501 ici. Ça veut dire que si j'envoie des segments de 1500 octets,
À chaque segment, je dois recevoir un. Mais si je dis par exemple que ma fenêtre a une largeur de 3000, ça veut dire que je peux envoyer 2 segments avant de m'attendre à recevoir un accusé de réception. Et on va voir tout à l'heure dans la suite comment ça se passe. Si en fonction du nombre de segments envoyés, je ne reçois pas l'accusé attendu, là je sais que de tout ce que j'avais envoyé, il y en a qui n'ont pas été reçus et que je dois les renvoyer. Donc là, on passe au niveau du contrôle de flux. Comment TCP contrôle le flux? Comme je vous disais tantôt, on ne peut pas, ça risque de ralentir, de beaucoup ralentir la communication si on doit envoyer segment par segment et attendre un accusé de réception. Donc ce que la plupart des ordinateurs font, quand ils envoient un premier segment, lui il accuse réception. Il voit d'accord, j'ai envoyé le 1, il accuse réception et demande le 2. Au lieu de lui envoyer que le 2, j'envoie le 2 et le 3. Le 2 et le 3 sont envoyés. Il accuse réception du 2 et le 3 et demande le 4. Donc je me dis, ah, il peut encore en prendre plus. J'ajoute, au lieu de lui envoyer cette fois-ci 4 et 5, je lui envoie 4, 5, 6. C'est ce qu'ils appellent en anglais le sliding window. J'envoie 4, 5, 6. Mais ici, je m'attendais à recevoir quoi comme accusé? Normalement, il accuse réception et il doit me demander le 7. D'accord? Mais là, il me demande le 6. S'il me demande le 6, moi, je me rends compte que, ah, ça veut dire qu'il a reçu jusqu'au 5. Il n'a pas reçu ma séquence 6. Donc, je dois renvoyer la séquence 6. Et ce que les ordinateurs font souvent, si dû à la congestion et tout, ils n'arrivent pas à traiter les informations avec le flux, le même flux que l'expéditeur. Il fixe lui-même ici la taille de la fenêtre. Comme ça, celui-ci s'aligne sur, il lui dit, ah non, je suis trop occupé, je ne peux pas recevoir tes flux, je ne peux pas recevoir tes données avec la fenêtre que tu spécifies. Restons à ce niveau-ci. Et donc, celui-ci s'aligne. Ici, qu'est-ce que lui va faire? Prochainement, il va envoyer alors le S6 et le S7. Celui-ci alors pourra lui envoyer un accusé de réception de quoi? De quel numéro de séquence? Du 8. Donc, c'est comme ça que le contrôle de flux, c'est dynamique. C'est dynamique en fonction de conjection sur le réseau, de comment le récepteur réagit et l'expéditeur ajuste la taille de la fenêtre. Et donc voilà un peu comment ça se passe le contrôle de flux. Nous allons voir à présent, toujours au niveau du contrôle de flux, la taille de fenêtre. Comme je vous le disais un peu plus haut. Là, on suppose l'expéditeur qui envoie des données à un ordinateur qui est le récepteur. Il envoie le segment de numéro de séquence 1. La taille de la fenêtre, on a dit c'est 3000 octets. Si c'est 3000, ça veut dire qu'on peut envoyer 2 segments de 1500 octets avant de recevoir un accusé de réception. Donc, premièrement, séquence numéro 1 qui contient de 1 à 1500 octets. Séquence numéro 1501 qui contient de 1501 à 3000 octets. Le récepteur accuse réception, ça veut dire j'ai reçu de 1 à 3000. Je réclame le 3001. Dès que l'expéditeur reçoit ça, il dit ah oui, bon, il a reçu. C'est bon. Je commence à lui envoyer alors le 3001. L'expéditeur envoie le 3001 qui ne parvient pas, dû à une erreur réseau et tout, qui ne parvient pas au récepteur. Mais le récepteur ne notifie rien pour le moment.
parce que, bon, pas le récepteur, pardon, l'expéditeur ne s'attend à rien recevoir pour le moment parce que on avait arrêté une taille de fenêtre de 3000. Donc, lui, il peut déjà envoyer deux fois 1500 avant de s'attendre à recevoir un accusé de réception. Celui-ci n'étant pas parti, lui ne sait pas encore, il renvoie le 4501 parce que pour lui, celui-ci est parti. De 3001 à 4500 est parti. Donc, il envoie celui-ci encore 1500. Il a bien reçu cette fois-ci, mais n'avait pas reçu ce segment. Donc, dès que lui reçoit celui-ci, il envoie une notification, un accusé de réception, demandant encore le 3001. Vous voyez, qui n'avait pas reçu. Et c'est ce qui fait la fiabilité de TCP. Tant qu'il y a des numéros de séquence qui manquent, parce que tout ça doit être réassemblé à la réception, comme on avait dit au début. Segmentation au départ, mais on réassemble les segments à l'arrivée. Et donc, ici, il renvoie encore un accusé de réception qu'il avait envoyé ici. Ça veut dire, j'ai reçu pour le moment de 1 à 3000. Je réclame 3001. Et il fixe la taille de la fenêtre à 1500. Celui-ci comprend, il faut que je renvoie ce numéro de séquence. Voilà un peu comment ça se gère le contrôle de flux. Et c'est dynamique. C'est en fonction de la qualité du lien et tout. Celui qui contacte premièrement le récepteur lui propose la taille de la fenêtre et de façon dynamique, comme ça, ils ajustent en fonction de la disponibilité des ressources de part et d'autre. Pour finir cette illustration, nous allons faire un cas pratique avec toujours Wireshark où on va lancer un navigateur. Lançons d'abord Wireshark. Voilà, c'est ça Wireshark. On va lancer une capture comme on a fait tout à l'heure, la même chose. On ne prendra que le port TCP 80 qui est HTTP. On fait Start. Je lance mon navigateur. On peut déjà voir la connexion qui s'établit. Devenir certifié.com. Et puis on ferme. On arrête la capture. On va utiliser toujours notre outil FlowGraph. On va grapher le flow TCP. Voilà tout le flux que nous avons. Là, on va vraiment analyser de près tout le trafic. Je vous propose qu'on commence déjà à identifier. Là, on a ouvert un site internet, devenircertifié.com. Ça, c'est mon adresse source. Cette adresse, celle-là, a priori, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, pourquoi on ne voit que les adresses IP? On n'a pas capturé les requêtes DNS. Autrement, on aurait pu voir comment le système a pu résoudre devenircertifié.com pour obtenir une adresse IP. Mais là, nous, on s'intéresse seulement à tout ce qui se passe sur le port HTTP 80. Donc, ensemble, je vous propose qu'on commence déjà à investiguer un peu sur les différentes adresses IP. Ceci pour quand vous faites, il y a plusieurs méthodes. Quand vous faites un ping de devenir certifié.com, vous voyez, c'est le serveur qui répond.
Donc, c'est le serveur web qui répond à cette requête. Devenir certifié.com. C'est celui de mon hébergeur. Donc, on sait que c'est celui-là qui est censé nous servir les pages web que nous voulons ouvrir. Mais d'où viennent encore ces adresses IP? A priori, on ne sait pas. Il y a des sites intéressants sur le net qui vous permettent quand même de tracer des adresses IP et de voir d'où est-ce que ça vient. On va utiliser celui-ci. Alors, attendez, je déplace légèrement celui-ci un peu plus haut. Et puis, on ramène celui-là. D'accord? On va faire du IP tracing. Je commence par l'adresse IP de mon hébergeur qui est là. Qui est basé en Italie. Ensuite, la deuxième adresse IP 207 106 239 114 qui est une adresse IP de AWS Communication. C'est le service de email que j'utilise pour ma liste de diffusion. Et si vous faites attention sur la page, attendez, d'accueil de devenir certifié.com qui s'était affiché, regardez ici, vous avez bien un formulaire de AWS. Donc, ce qui justifie bien qu'une adresse IP, que leur serveur soit contacté aussi. On continue. 173.194, pardon, 194.32.7. C'est une adresse de Google au Canada. J'utilise Google Analytics pour avoir les statistiques sur les pages consultées et bref, les accès et les visites. Donc, c'est normal que cette adresse IP apparaisse. On va voir la dernière adresse IP 199 47 217 146. Dropbox. Ça, c'est un logiciel qui gère les données, les partages de fichiers, je dirais, entre plusieurs utilisateurs par le net que j'utilise avec des collègues et tout. Tel que ça fonctionne, quand vous allez sur leur site, vous allez voir, vous pouvez y créer un profil et gratuitement, vous avez droit jusqu'à 2 gigas de données. Et quand vous créez un espace et vous créez un dossier partagé, vous invitez quelqu'un. Dès que vous déposez, vous l'installez sur votre machine, il vous crée un dossier. Quand vous déposez un fichier dans ce dossier, il le rend directement en même temps sur l'ordinateur de celui que vous invitez peut synchroniser ce dossier. Et donc lui récupère en même temps. Vous n'avez pas besoin d'aller copier sur un serveur, il suffit juste de le déposer dans le dossier de Dropbox sur votre ordinateur. Il upload ça et synchronise sur la machine de tous ceux qui sont connectés à au partage, pardon. Donc voilà, je vous propose qu'on s'intéresse uniquement au serveur de mon hébergeur ici. Le reste, on fait fi de ça pour le moment.
Vous voyez un premier segment SYN qui est envoyé sur le port 80. Depuis quel port ici? 59823. D'accord? Sans retour. L'ordinateur envoie encore un autre SYN au même serveur ici. On est là. Sur le port provenant du port 59827 sur le port 80. Il y a un certain nombre de SYN qui sont envoyés ici, comme vous pouvez le remarquer. Et nous avons reçu le premier accusé de réception provenant du port 80 de ce serveur vers le port 59823. Ici, quand vous faites un peu attention aux comments, le numéro de séquence est 0. C'est un numéro choisi de façon arbitraire par le logiciel. Et là, vous allez remarquer quand le serveur répondait, le numéro de séquence provenant du serveur est toujours 0. Mais l'accusé de réception est passé à 1. Le serveur dit, j'attends le numéro suivant. Quand bien même le SYN envoyé, le segment SYN envoyé premièrement ne comporte pas de données, c'est passé à 1. Le numéro de séquence qu'attend le serveur prochainement. C'est passé de 0 à 1. Ici, vous remarquez que l'ordinateur, cette fois-ci, on n'utilise que ce port 59823 parce que c'est sur ça qu'on a reçu l'accusé de réception. Lui répond, il dit, il accuse réception du numéro de séquence du serveur, du SYN du serveur, et il dit qu'il attend le 1 du serveur. D'accord? Ici, vous voyez, il y a eu aussi un retour. On avait envoyé, si vous faites un peu attention, le premier était parti sur le port 59823, le second sur le port 59827. Et ici, vous revoyez l'accusé de réception sur le port 59827. On va s'intéresser au paquet suivant sur le port 59. On s'intéresse à celui-ci, 59823. Qui doit être... Vous avez vu les retours sur les autres ports aussi. 59823. Voilà. Et là, le client qui renvoie une requête au serveur. Et la taille de ce segment est de 1110. Ici, vous la voyez là. Du port 59823 au port 80 du serveur. On va voir le retour ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Ici, quand ce segment partait, le numéro de séquence était de 1. L'accusé de réception du serveur, le serveur accuse réception, j'ai reçu, mais demande maintenant le 1111 parce que la longueur ici était de 1110. Si vous faites attention, toujours si on s'intéresse, on ignore les autres ports, on ne s'intéresse que qu'au port 59823. Le trafic suivant après l'accusé de réception du serveur, le serveur, puisque si vous vous souvenez, le client avait envoyé une requête ici. Le retour, et cette fois-ci, avec un paquet, un segment de longueur 605. Mais vous remarquez que le numéro est toujours, le numéro de séquence provenant du serveur est toujours le 1. Le client n'a encore reçu aucune donnée provenant du serveur, donc le numéro de séquence est toujours 1. Le serveur a envoyé ceci au port et ça fait 605 et 25 ici. Quand vous faites 605 ici, plus 25, ça vous donne 630. C'est bien ça. Pour la longueur de ces deux segments. Le client accuse réception de ces deux. Regardez ici.
il réclame le prochain qui doit être le 631 parce que le 25 plus le 605 ici donne déjà 630. Le serveur envoie encore de la donnée de longueur 24 et ainsi de suite quand vous suivez. Amusez-vous à lancer de telles requêtes, installer Wireshark depuis votre ordinateur. Ça vous permet de comprendre dans les détails ce qui se passe durant. Vous pouvez aussi, au lieu de vous intéresser directement aux requêtes HTTP, vous pouvez choisir de voir d'abord le DNS et donc de voir comment est-ce que votre ordinateur arrive à résoudre le nom de domaine que vous avez mis. Ça vous permet de savoir, voilà, c'est comme ça qu'on a pu avoir cette adresse IP. Parce que nous, on n'a pas mis cette adresse IP, par exemple. Dans le navigateur, on a mis un nom de domaine. Il faut déjà que l'ordinateur arrive à résoudre ce nom de domaine et avoir l'adresse IP du serveur avec laquelle on pourra communiquer avec le serveur. Donc voilà un peu le contenu de cette deuxième vidéo. Pour résumer, on a vu la gestion des flux et on a fait un cas pratique de gestion de flux. On a vu aussi la notion de fenêtre dynamique. Et voilà. Je vous remercie pour l'attention et vous dis à la prochaine. Merci.